Notre métier est incroyablement complexe. Il suffit de regarder l'audimat de ce podcast. À part quelques gens comme nous, personne ne l'écoute. Et pourtant, malgré l'immense complexité et valeur de notre métier, partout dans le monde, il existe des devs qui mettent tout leur travail à disposition gratuitement. Parfois des petites librairies sans intérêt et parfois des projets entiers hyper pointus qui font avancer l'humanité tout entière. Mais alors, notre métier serait-il le même sans l'open source ? Pourquoi mettre tout son travail à dispo de tous ? Et surtout, comment faire en sorte pour que cette philosophie ne meure pas à l'ère des LLM ? Pour répondre à ces questions de partage, je ne reçois pas Gandhi, mais il s'y connaît en paix intérieure. Fabien, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Fabien, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Bien sûr, avec plaisir. Fabien, je suis entrepreneur et ingénieur développeur, on va dire comme ça. J'ai commencé à faire du développement, je crois que j'avais 7 ou 8 ans. Et puis après, dans mes études, je n'ai pas fait des études du tout autour de l'informatique. J'ai fait mon premier stage, par contre, en faisant un site web, un intranet. À l'époque, c'était assez novateur. En Angleterre, là où j'ai découvert un peu le développement web en Perl et Windows, une combinaison un peu bizarre. Et ça m'a passionné, et du coup j'ai continué ça. Et j'ai allié à la fois ma passion et mon goût pour l'entrepreneuriat. Donc j'ai jamais été salarié en fait, j'ai toujours été entrepreneur. Et donc sur les 25 dernières années, j'ai créé 4 sociétés tout autour du web. Et voilà, et donc j'ai vendu les 4. Donc très content de ce que j'ai pu faire sur les 25 dernières années. Et aujourd'hui, je partage mon temps encore sur l'open source, encore développeur au jour le jour, et puis aussi faire la transition sur les différentes sociétés que j'ai pu vendre, et notamment en ce moment sur une société qui s'appelle platform.sh/Upson, pour laquelle je gère la partie advocacy. Ok. Donc tu as effectivement, pour ceux qui ne le sauraient pas, tu as quand même un pied dans l'open source qui est quand même assez important, parce que tu représentes un projet que je pense quasiment tous les développeurs connaissent, ou en tout cas ils en ont entendu parler. Donc tu es à l'origine du projet Symfony. L'idée de cette discussion, c'est de voir effectivement comment est-ce que l'open source a évolué entre ce que c'était quand tu étais dedans au début des années 2000 et ce que ça a pu devenir aujourd'hui. Mais j'étais aussi curieux de cet impact de l'open source, parce qu'en fait, moi, de manière un peu étrange, quand je pense open source, donc il y a effectivement cette notion de partage, de diffusion de savoir et de valeur, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à Stack Overflow, qui pour moi est un moyen colossal aussi d'apprendre des trucs et d'avoir à disposition du contenu et de la valeur tech. Et on voit bien qu'avec l'arrivée des LLM, l'audience de Stack Overflow chute, parce qu'en fait, on a ces outils-là qui sont capables, je mets des guillemets, de coder à notre place et de nous apporter ce support-là. Et donc, je serais curieux, dans un deuxième temps, on évoque aussi ton point de vue sur ce que ça peut apporter ou au contraire retirer au monde de l'open source. Est-ce que du coup, dans un premier temps, tu peux nous raconter un peu, toi, ta découverte de ce monde-là et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir mettre Symfony en open source quasiment day one ? Ouais. Alors day one, je sais pas, mais en tout cas, l'open source pour moi, avant tout, c'était une curiosité. Donc quand je faisais du Perl, je me posais la question de tiens, j'utilisais déjà beaucoup de briques open source, donc l'open source ça existe depuis très très longtemps, et j'utilisais beaucoup de briques et je me disais tiens, c'est intéressant de pouvoir partager. Et en fait, l'open source c'est une manière aussi d'apprendre super rapidement, parce qu'on voit ce que les autres font. Généralement c'est du code qui est plutôt bon. En tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont regardé, qui l'ont amélioré au fil des années, donc c'est du code qui est plutôt intéressant. Et je voulais apporter ma pierre à l'édifice et comprendre un peu les mécaniques de l'open source. Pourquoi les gens font ça ? Qu'est-ce qu'ils en recherchent ? Qu'est-ce qu'ils en retirent ?
Donc j'avais commencé à mettre quelques bibliothèques en open source, donc en 98, 99, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je serais assez curieux de voir, mais je suis quasiment sûr qu'il y en a qui sont encore disponibles si on va voir sur le cPanne Perl. J'en ai d'ailleurs basculé un certain nombre de gens qui continuent à les maintenir. Et après, donc, la première société que j'ai créée, ou qu'on a créée à plusieurs d'ailleurs, c'était une société, ce qu'on appelait une agence web à l'époque. Je sais pas si je crois pas qu'on appelle ça encore agence web. Maintenant, on dit agence digitale. Agence digitale, ouais, c'est vachement bien. Donc, on appelait ça agence web bêtement à l'époque. Et en fait, on utilisait beaucoup de Perl. On s'est rendu compte qu'en France, on utilisait beaucoup le PHP. Et j'aime pas le PHP. Et à chaque fois que je parle à quelqu'un, je dis « moi, j'aime pas PHP ». C'est toujours un peu surprenant quand toi, tu dis ça. Et en fait, je fais pas du PHP parce que j'aime bien le langage. Et je faisais pas du Perl parce que j'aimais bien le langage. Et les gens font certainement pas du Java parce qu'ils aiment bien le langage. Et c'est bien si on peut allier à la fois le langage et la finalité. Mais en fait, moi, je l'ai vu comme une opportunité business, avant tout. Une opportunité business. Ceci étant, j'aime pas le PHP 4. Je peux pas parler du PHP 3, j'ai jamais regardé. Mais pas le PHP 4. Et en fait, quand le PHP 5 est arrivé sur le marché, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Il y a eu un effort qui a été fait. C'était au moment en fait où Ziv et Andy ont repris un peu la main. Enfin, en tout cas, on travaille avec Rasmus pour pouvoir améliorer notamment la façon dont on gérait les objets et les classes en PHP. Je me suis dit, là, il y a un truc qui est solide. Il y a un truc, j'ai envie en tout cas d'en apprendre plus. Du coup, il y avait un peu d'effervescence. Donc, il y avait quelques frameworks qui existaient à l'époque autour du MVC. Et donc, il y a un design pattern, model view controller. Et donc, j'ai fait quelques expérimentations en juillet 2004. Il y avait aussi un ORM qui s'appelait Propel à l'époque. Donc, j'ai fait des tests comme ça. Et puis, j'ai laissé tomber. J'avais fait un proto pour Total, je crois, à l'époque, qui n'a rien donné. On n'a pas gagné le projet. Mais en tout cas, c'était... moi, il me faut toujours quelque chose pour tester. Il me faut un projet. Je peux pas tester comme ça. Je veux confronter ce que j'utilise avec la réalité. Est-ce que ça marche ou ça marche pas dans la vie réelle? Et je pense que c'est ce qui a fait après d'ailleurs le succès de Symfony initialement, c'est que ça réglait des problèmes que les gens avaient dans la vraie vie pour développer des projets entreprises. Symfony est l'un des seuls projets que je connaissais à l'époque qui en fait avait été créé pas par un étudiant. Il y a beaucoup de projets open source qui sont créés par des étudiants. Évidemment, on a plein de temps disponible, donc voilà, et puis on veut se faire connaître, et donc aujourd'hui c'est encore le cas. Hein. Et puis aussi, on ne travaille pas pour une entreprise qui a besoin de conserver un avantage concurrentiel en gardant son code propriétaire. Oui, et comme j'étais le patron, c'était assez facile. C'était moi qui faisais le choix. Donc on a fait ça. Donc j'ai créé, donc en fait, vacances de Noël. Mon associé me dit, tiens, on a un problème, on a un client qu'on doit sauver quelque part parce qu'on doit faire un site en un mois. Je suis sûr que c'est encore le cas aujourd'hui. Ça arrive toujours, ça n'a pas changé. Bon, voilà, ça n'a pas changé. Donc du coup, j'ai passé mes vacances de Noël à faire ça. Pas créer le framework, mais créer la solution pour gérer un site de e-commerce avec le back-end qui va avec. Et c'est ce qu'il y a de pire au monde à faire, honnêtement, parce que quand on ne vend pas des produits, on vend des produits avec plein de facettes différentes, donc que ce soit la couleur, la taille, homme, femme, enfin bon, il y a plein de facettes différentes. Donc j'ai réalisé un back-end assez générique et assez compliqué, assez complexe. Fun fact, l'admin gen qu'on peut avoir aujourd'hui dans le monde, Symfony, donc 25 ans après, n'est pas aussi puissante que ce que j'avais réalisé en 2 semaines à l'époque. Bon, mais c'est aussi quelque chose qui n'était pas générique versus quelque chose qui doit être générique. Mais anyway. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, tiens, comment on peut capitaliser? Et en fait, je pense que le mot-clé, c'est ça. Comment on fait pour capitaliser ce savoir, ce développement? Comment on peut le réutiliser? Et comme tu disais aussi, quand on parle de projets pour les clients, ils n'aiment pas tellement avoir des solutions propriétaires parce que ça veut dire qu'ils sont pieds et mains liés avec le prestataire. Ou dit autrement, on appelle ça la réversibilité aussi. Donc, comment on peut avoir de la réversibilité sur les applications qu'on développe. Donc, assez rapidement, je me suis dit, il faut que Symfony soit open source. À l'époque, ça s'appelait Sensio Framework. Donc, SF, Sensio Framework, puisque la boîte s'appelait Sensio à l'époque. Et donc, on a travaillé pendant 3-4 mois à écrire la documentation,
à être sûr que le code était générique. Donc on a supprimé plein de trucs pour la première version. On a voulu donner un nom. Et d'entrée de jeu, je me suis dit, il faut faire une différence entre le monde de l'open source et ce qu'on donne gratuitement en open source et la partie commerciale. Donc Sensio, Symfony. Et si parmi l'audience, il y a des gens qui sont un peu vieux, peut-être qu'à l'époque, les gens me disaient « Mais Fabien, en fait, Symfony, ça ne s'écrit pas comme ça du tout. C'est PH, en fait, c'est pas un F. » Et je dis « Oui, je sais. » Mais le truc, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas les namespaces en PHP, et donc toutes les classes étaient préfixées par quelque chose, pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre deux requests d'un framework et requests ailleurs sur une librairie HTTP ou je ne sais pas quoi. Et donc toutes les classes étaient préfixées par SF, Sensio Framework. Et quand on a mis en open source, je me suis dit, mais je ne veux pas renommer. Comme tout développeur, en fait, j'ai pas envie de m'emmerder la vie, j'ai pas envie de faire ça. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve un nom avec un S et un F. Bah, vous me croirez si vous voulez. Et à l'époque, il n'y avait pas de LLM, il n'y avait pas de ChatGPT pour dire tiens, donne-moi des noms sympathiques pour un framework avec un S et un F dedans. Donc j'ai pris le dictionnaire, j'ai fait des petites recherches, etc. Et c'est super compliqué. Et je sais plus pourquoi, mais à un moment donné, boum, on a un truc, je dis Symfony, ça marche bien, ça véhicule aussi les valeurs que je veux apporter à ce framework. Et du coup, je me suis dit Symfony, PH, F, allez, go. Et honnêtement, j'aimais bien ce petit côté dérangeant de la faute d'orthographe, ce petit côté allez, je fais un truc un peu différent. Mais ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que comme tu es en PHP, le PH avait quand même un peu son mot à dire. Enfin, tu vois, il aurait eu sa place en fait dans le mot. Mais j'y ai jamais pensé. T'es sérieux? Alors, non, je n'y ai jamais pensé. Ceci étant, j'y ai pensé, il y a pas. Enfin, j'ai jamais fait ce lien-là, ce rapprochement-là, même si. Donc dans le monde PHP, tu sais, il y a des éléphants, et puis tout le monde a fait son éléphant, et puis nous, on a fait nos éléphants. Bon, bref. Il y a 2 ans, j'ai dit, j'en ai ras-le-bol des éléphants. Donc on arrête les éléphants. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les éléphants, moi, il faut que je les stocke. Et les éléphants, on ne peut pas en acheter 100, donc on les achète par 2000. Donc c'est des caisses et des caisses, donc c'est 3 fois ce studio où il faut stocker les éléphants avant de les écouler, les vendre, les machins, et puis le gens, il te donne du cash, il vivait la carte bleue, et machin. C'est un enfer absolu, les éléphants. Donc il y a 2 ans, à la conférence je sais plus, à Bruxelles, non, c'était à Disney, on vend le dernier éléphant. Okay. Et je dis plus jamais des éléphants, c'est fini. C'est done. Ça fait 15 ans qu'on en fait, c'est terminé, je veux plus en entendre parler. Et évidemment, 6 mois après, mon équipe vient me voir et me dit Fabien, en fait, on a pensé à faire un poney. Je dis non, attendez les gars, vous m'avez pas compris, c'était les peluches en règle générale, c'est pas l'éléphant en particulier. C'est pas l'animal le problème. Non, l'animal c'est pas le problème, c'est vraiment de faire des peluches. J'en ai marre. J'ai dit non, je veux pas faire de poney en plus. Non, je veux pas faire de poney. Bon, ok. Et puis ils savent que je suis un peu influençable, donc ils sont venus à la charge 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et apparemment, mais j'ai pas souvenir, mais apparemment à un moment donné, j'ai dit oui, comme ça, mais vraiment oui. Et je me suis retrouvé avec des éléphants. Okay. Avec des poneys, pardon. Et pourquoi je te raconte ça par rapport à PHP et Symfony, c'est que du coup, on appelle ça le Symfony. Ah, d'accord. Et donc là, tout d'un coup, je suis en train de réaliser que si on avait gardé le PH et le P, ça faisait un Symfony. Bon, bref, anyway. Jamais été très bon en marketing. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans cette histoire, on retrouve aussi entre guillemets, la fausse paresse du développeur qui, pour éviter le refactoring, va faire tout un tas de recherches pour essayer de trouver un moyen de garder le SF, alors que tu aurais peut-être pu très facilement, en Perl, parce que c'était aussi ta techno d'origine, faire un simple regex pour virer tout tes SF, quoi. Find, pipe, Perl, -P, -I, -E, S, dièse, quelque chose, dièse, autre chose, G. Tu l'as déjà, quoi. Boum, je l'ai. je connais par cœur, je le fais tous les jours. Ouais. Donc ouais, mais ceci étant, j'ai toujours cru aux marques. Donc au fait d'avoir un nom qui signifie quelque chose. Donc Sensio, la première boîte qu'on a créée, ça vient de Sensilio, je le prononce certainement très mal parce que je ne parle pas espagnol, qui veut dire simple. Voilà, et la simplicité, c'était au cœur de nos préoccupations. Bon, 20 ans après, je me dis que tout le monde veut faire des trucs simples, donc ça n'avait pas de sens. Mais en tout cas, il y avait cette idée-là. Et Symfony, je voulais qu'il y ait aussi que ça véhicule une certaine image de ce qu'on faisait. Donc, c'était pas que de la paresse. C'était pas que ça. Ouais, c'était aussi d'avoir quelque chose qui soit intéressant et que les gens comprennent et que ça marque les gens, en fait. Très bien.
Alors, on s'est un peu égaré du sujet parce que le but, c'était quand même de parler du monde de l'open source. Ceci étant, tu m'as dit nos limites. Hein. Oui, mais c'est vrai, Donc, c'est une conversation. Voilà. Du coup, donc, ça a été quoi pour toi Je comprends cette impulsion de te dire on ne veut pas que nos clients soient locked-in, donc on le met en open source. Ouais. Mais alors, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais ça a été vraiment ça pour toi le seul moteur de te dire faut le mettre en open source, parce que tu peux le mettre en mode de licensing, tu peux le proposer à d'autres boîtes, il y a d'autres moyens de... Ouais, complètement. Je pense que le facteur principal, c'est déjà de se dire qu'un framework, déjà, il ne peut pas être GPL. Donc déjà, par rapport à la licence, on a pris une licence extrêmement libérale MIT, donc on peut tout faire, à part me piquer la marque. Mais tout le reste, on peut faire. Et à part virer les copyrights, évidemment, tout le reste, on peut le faire. Donc c'est extrêmement libéral. Et je pense que c'est la seule façon de commercialiser, entre guillemets, un framework. Je ne connais pas un seul framework qui soit propriétaire, qui est tenu plus de quelques années. Je pense que ça n'existe pas. Et tous les CMS de l'époque qui étaient propriétaires, il y avait beaucoup de CMS à l'époque qui étaient propriétaires, ils n'existent plus aujourd'hui. Et il y avait des gros, hein. Il y avait des gens qui faisaient beaucoup de chiffre d'affaires. Ça n'existe plus. Donc je pense que j'avais compris aussi que si on voulait dépasser les frontières de la France, d'un point de vue purement commercial et business, il fallait quelque chose qui scale. Quelque chose qui... désolé pour les anglicismes. Qui ne soit pas juste franco-français. D'ailleurs, on n'a jamais dit qu'on était français au début. Et tant que je ne parlais pas en anglais, on pouvait faire illusion quelque part. Non, ceci étant dit, même 5, 6 ans, 10 ans après la sortie de Symfony Open Source, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais en fait, c'est français !» Et les gens ne savaient pas que c'était français. On voulait tout faire, on avait tout fait en anglais, contrairement à, aide-moi, Spip, qui était un CMS de l'époque. Oui, malheureusement, je vous donne plein d'indices pour vous dire que je suis vraiment vieux. Spip était quelque chose d'assez extraordinaire à l'époque, très révolutionnaire d'ailleurs, mais en français, et même à l'intérieur, c'était boucle. Donc c'était vraiment des mots en français, donc c'était réduit à rester quelque chose de confidentiel et de franco-français. Moi, je voulais quelque chose qui soit vraiment international. Et l'open source, c'est l'un des moyens faciles et peu chers de pouvoir évangéliser une très large population. Bon, commercialement, Sensio est resté très franco-français au final, hein, mais en tout cas, c'était l'idée. Donc l'idée, de partager. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris via l'open source, en fait. Parce que j'ai lu de l'open source. Et donc, c'est aussi ma façon de redonner quelque chose, de dire, voilà, peut-être que modestement, j'ai amélioré ce qui existait avant moi. Allez-y. Améliorez ce que j'ai fait et faites autre chose qui est mieux ou différent. Et l'une de mes réussites, c'est la Ravel, en fait. Les gens me posent toujours la question, mais Symfony, c'est mort, maintenant il y a la Ravel. Bon. J'ai plein de réponses par rapport à ça, mais la première réponse, c'est déjà, on est dans le même bateau, on est dans le bateau PHP. Donc, à la fois, on s'adresse à la même communauté, mais la compétition de Symfony, c'est peut-être Ruby on Rails, c'est peut-être Django, c'est peut-être Spring. Est-ce que c'est la Ravel ? Le monde, il est énorme, le monde PHP, il est énorme, donc il y a de la place pour 2, 3, 4, 5 frameworks. La réalité, c'est qu'on est 4,5, quoi. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et en plus, la Ravel utilise Symfony, donc bon, l'un dans l'autre, c'est pas très grave. Mais Taylor, il a fait un truc extraordinaire que malheureusement, j'ai jamais réussi à faire, c'est le côté marketing. Il a marketé son framework de façon incroyable. Donc, ce qu'il a fait, c'est génial. Et il a pu le faire grâce à Symfony. Parce qu'en fait, il a construit au-dessus de Symfony quelque chose qui est différent. Je ne l'aurais jamais fait comme ça. C'est différent. Et je suis content. Je suis content. Il y a autre chose. L'open source, c'est un moyen extraordinaire de rencontrer des gens. J'ai rencontré un nombre de personnes incroyables que j'aurais jamais pu rencontrer si j'avais pas mis Symfony en open source. Je peux parler longtemps là-dessus. Donc, en fait, c'est à la fois une chance commerciale qu'on a eue pour Sensio et à la fois un désir profond de partager. J'ai été prof au début de ma carrière, j'étais un peu prof dans des écoles où je partageais, ma passion de l'entrepreneuriat, 2, ma passion de l'open source et du code en règle générale. Et je pense que c'est ce qui m'a animé aussi quand je l'ai mis en open source, de me dire, en fait, il y a une opportunité de partage et de transmission du savoir. Maintenant, si tu m'avais dit à l'époque que j'en serais là aujourd'hui, je t'aurais dit, mais non, arrête, non, impossible.
Donc, j'avais pas l'ambition de dire il faut que ça devienne énorme, que ça soit gros, que ça soit le plus gros en PHP ou que je devienne célèbre. J'en sais rien. Non, c'était pas du tout ça. C'était vraiment le partage. Alors, je te rejoins sur cette notion de partage parce que, enfin, tu vois, vu le contexte où je suis aussi dans cette démarche de partage, pas sur les mêmes aspects, mais tu l'as évoqué un petit peu aussi en début d'épisode sur la qualité de ce qui est partagé dans un monde open source. Là, tu viens de redire ce côté qu'on n'a jamais forcément envisagé, au début en tout cas, que Symfony devienne le mastodonte que c'est aujourd'hui. Malgré tout, moi, quand je discute avec des développeurs ou des développeuses autour de moi, j'essaie de leur dire contribuer à de l'open source, allez faire des trucs. Et parfois, sur le podcast, on a reçu des gens pour essayer aussi de passer à ce message. Il y a quand même un truc qui reste, c'est qu'il y a une espèce de stress, en fait, de participer à ça, parce que effectivement, quand tu vois un projet comme Symfony, tu vois quand même la minutie, l'orfèvrerie que c'est, et que c'est un niveau de développement et de qualité qui est absolument gueudin. Du coup, tous les développeurs et développeuses ne se sentent pas... Enfin, on a l'impression que c'est pas un monde qui est accessible. Tu vois, la barrière à l'entrée, elle est de plus en plus grande. C'est évident. Mais tu vois, est-ce que même toi, en 2005, quand tu as lancé ça, est-ce que tu avais l'impression que tu lançais un projet qui était qualitatif par rapport à ce qui se faisait dans le monde de l'open source à l'époque, où tu avais déjà le sentiment que tu faisais un truc top, ou est-ce que pour toi, c'était un petit projet parmi des millions de projets qui, en fait, sont sympas, mais pas ouf? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'à la fois, donc, je suis ingénieur à la base, pas informatique, mais avec comme l'état d'esprit ingénieur comme on peut l'avoir à la française. Et donc, de faire quelque chose qui est carré, qui, d'un point de vue purement intellectuel, fonctionne bien, qui a un sens. Donc, je pense que j'avais quand même ce souci-là, de ce détail-là, de proposer quelque chose de solide. Pas de révolutionnaire, parce qu'encore une fois, je me suis basé sur des choses qui existaient déjà. Et à la fois, j'avais un peu honte, quand même, du truc qui n'est pas parfait, mais de me dire, OK, je me lance, j'y vais, et puis on verra bien, et puis on va s'améliorer, et puis on va apprendre tous ensemble. Donc ça veut dire que tu avais aussi ce sentiment effectivement de honte, hein, je crois que tu as bien choisi le mot, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui se disent, je ne peux pas mettre sur GitHub mon repo parce que j'ai honte de la qualité de ce que je produis. Ouais. Et c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, le but de l'open source, quand on dit partage, c'est partage dans tous les sens du terme. Et tous les projets open source n'ont pas vocation à devenir incontournables sur le marché, mais c'est pas grave. C'est aussi un acte de... moi, quand je vois des gens en entretien, le fait que les gens aient mis des choses en open source, ça veut dire aussi que je peux aller les voir. Donc je peux aller regarder ce que les gens font, ce qui est aussi intéressant. Et même si c'est quelque chose de petit ou qui est un truc de niche ou qui a qu'un seul usage pour la personne qui l'a écrit, c'est pas très grave. Je trouve pas ça très grave. C'est aussi une façon d'apprendre à utiliser GitHub. C'est aussi une façon de se forcer. Et ça, c'est un truc super important. De temps en temps, je veux régler un problème. J'écris un bout de code, une librairie, un truc. Et je sais que si je le mets pas en open source, je vais pas vraiment le maintenir. Je vais pas faire le dernier mile, le truc qui fait qu'il y a un peu des tests, il y a un peu de la documentation. Je fixe un peu le nommage ou les trucs comme ça. Je réfléchis un tout petit peu plus. Et du coup, 2 ans après, je suis là et le code, ah merde, où est-ce qu'il est? Je l'ai pas mis à jour jamais. Et voilà. Et donc, globalement, tout ce que je fais, je le mets en open source à un moment ou un autre. Et à chaque fois qu'il y a des trucs, je me suis dit, non, ça, je le garde pour moi, c'est propriétaire. C'est toujours passé à un moment donné, je dis, c'est vraiment une connerie, mets-le en open source. Évidemment qu'il faut que ça soit en open source, tu t'en fous. Et en fait, la valeur, elle n'est pas dans le code. Et la valeur, et un projet open source, ce n'est pas le code. Jamais. En aucun cas. C'est hyper facile pour n'importe qui de prendre du code, de dire, il est open source. Juste parce que, bam, on a mis un tampon GPL, MIT, BSD, et on l'a mis quelque part sur GitHub. Ça vaut rien. C'est pas ça l'open source. L'open source, il n'a de valeur que s'il y a du partage, que s'il y a une communauté. Pas de communauté, globalement pas d'open source.
Après, j'ai honte, le syndrome de l'imposteur, je l'ai. Hein. Aujourd'hui, je l'ai. Et j'ai envie de dire, plus je vieillis, plus je l'ai. Parce que plus je vieillis, plus j'en sais, et plus je sais que je ne sais rien. Enfin, c'est le truc classique. Hein. Mais c'est peut-être une tarte à la crème, mais je le vis vraiment. Et les gens se disent, mais non, Fabien, évidemment que tu l'as pas. Évidemment que je l'ai. Évidemment que je l'ai. Je suis nul en JavaScript. Et puis aujourd'hui, honnêtement, moi, quand j'ai commencé en 98, un bout de Perl, un bout de MySQL, un peu d'HTML. Ça te faisait un site qui tournait très bien. Ouais, terminé. C'est tout. Aujourd'hui, la barrière à l'entrée, elle est juste... Et du coup, bah ouais, non, il faut commencer quelque part. Alors, juste peut-être pour les contributions. Une bonne communauté, j'espère que c'est le cas chez Symfony. J'espère vraiment que c'est le cas sur Symfony. On n'est pas là pour juger. Jamais. On est là pour trouver des solutions à des problèmes. On est là pour fixer un bug. On est là pour ajouter une fonctionnalité en fonction de besoins réels. Et en fait, les contributeurs, globalement, c'est des gens qui utilisent le framework et qui, à un moment donné, ont eu un problème. Ils ont eu un bug, et ils ont eu un bug parce qu'ils ont utilisé le framework. Donc, c'est valide. Ils ont besoin d'une nouvelle fonctionnalité parce qu'ils ont un besoin réel dans la vraie vie. Symfony, d'ailleurs, n'a évolué que comme ça. Je pense que c'est aussi une raison du succès de Symfony. C'est que ça a réglé des vrais problèmes pour des vrais gens qui avaient des vrais projets dans la vraie vie. Et pas juste comme ça, tiens, je vais faire un framework. C'est pas, non, ça sert à rien, ça. Et donc, si les gens ont un problème, déjà, ils peuvent le reporter. Déjà. Une issue. Facile à faire. Ça engage à rien, mais c'est déjà une première étape. La deuxième étape, c'est éventuellement, si on a compris le problème, d'essayer de le fixer. On ouvre une pull request sur GitHub, on propose une solution. Peut-être c'est la bonne, peut-être c'est pas la bonne. Si c'est pas la bonne, on est là pour aider. Le problème majeur qu'on voit, en fait, c'est de dire, OK, tu as fixé le problème, mais tu n'as pas fixé la cause réelle du problème. Et en fait, ce qu'on veut fixer, c'est la cause réelle. Parce que si on ne fixe pas la cause réelle, dans 3, 4, 5 ans, en fait, on peut tout mettre à la poubelle. Donc, il faut toujours trouver la root cause du problème. C'est pas grave parce qu'on va essayer de t'aiguiller, on va essayer de t'aider. Et en fait, globalement, tu vas apprendre et on va apprendre et tout le monde va apprendre ensemble. C'est hyper dur parce que ça prend énormément de temps, donc peut-être que de temps en temps, on le fait pas bien. Mais en tout cas, c'est vraiment le but. Et la core team de Symfony, c'est ce que j'essaie de leur dire aussi. C'est ce que j'essaie de leur inculquer, de dire... On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire c'est vraiment débile ton code, t'es vraiment nul. Non, c'est pas intéressant. On est tous nuls et on est tous là pour essayer d'améliorer les choses et de trouver les meilleures solutions. Ouais. Sur ce que tu as dit, il y a plusieurs éléments sur lesquels ça me donne envie de rebondir. Le premier, c'est que bon, déjà, je ne sais même pas si ça vaut le coup de poser la question de dire est-ce que Symfony aurait pu en être là où ça en est aujourd'hui sans l'open source? Parce que vu le nombre de personnes qui ont contribué au projet, enfin voilà, la réponse est non. Donc clairement, ça je suis entièrement d'accord. Et je vois même pas comment est-ce que tu pourrais réussir à imaginer une entreprise qui aurait réussi à arriver à ce niveau de qualité, parce qu'en fait, le nombre d'ingénieurs qu'il faut réussir à driver sur ce truc-là, et ce serait comme absolument hallucinant. Mais c'est ça en fait que je trouve assez fascinant avec les... et c'est pas que les gros projets open source, c'est le cas aussi de beaucoup de projets open source, c'est que donc moi j'ai participé aussi à pas mal de startups, mais à pas mal de boîtes, et il y a toujours un problème permanent dans les boîtes, c'est que la code base n'est pas suffisamment testée, qu'il n'y a pas suffisamment de documentation, que la nomenclature n'est pas toujours respectée, que tu vois, le code est considéré comme étant pas forcément parfaitement clean. Et pourtant, quand tu regardes des projets open source où personne n'est payé pour que ça fonctionne, on a des projets où il y a une code coverage qui est hyper bonne, il y a de la documentation, les nomenclatures sont respectées. Est-ce que ça nous ferait croire que si on disait dans une entreprise, on va mettre aucune règle, que le chaos finirait forcément par s'organiser de lui-même? Peut-être. J'y crois pas tellement parce qu'en entreprise, il y a des vraies contraintes de budget, de délai, de nombre de personnes qui peuvent contribuer, de capacité à délivrer. Tout le monde n'a pas le même niveau. Enfin, tu vois, donc il y a beaucoup de contraintes qu'il faut prendre en compte. L'open source, tu as le temps de travailler? Super. Tu n'as pas le temps de travailler ce mois-ci? Pas grave. On est 25 ou 26 membres de la core team dans Symfony. Quand il y a des nouveaux membres qui arrivent, leur première question qu'ils me posent, c'est de dire « C'est quoi l'investissement que je dois faire ?» 0. Tu ne dois rien. Tu dois rien à personne. Tu veux passer tous tes week-ends pendant un mois? Génial.
tu veux plus rien faire pendant 6 mois, ça marche aussi. Il n'y a aucune contrainte. Et je pense que c'est super important parce que ça veut dire que les gens, et moi ça m'arrive, hein, de temps en temps, j'ai pas envie. Mais j'ai pas envie du tout. Je suis pas dans ce mindset-là. Et alors j'ai la chance d'avoir un métier qui est à la fois technique et puis à la fois je suis manager et je gère des entreprises. Et donc du coup, je peux switcher de l'un à l'autre. Mais de temps en temps, pendant 2-3 semaines, je veux pas faire de code parce que j'ai pas le bon mindset, donc je fais pas. Et puis tout d'un coup, on sait pas pourquoi, il y a une idée. Il y a quelque chose qui arrive et là tout d'un coup, tout à faire ses sortes, il faut prendre l'ordinateur et pendant 8 heures, 10 heures d'affilée, poum, 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 et ça tombe tout seul. Ce qu'on peut pas faire en entreprise. En tant que développeur, on peut pas aller voir son patron et dire en fait, là, pendant 2 semaines, je vais rien faire parce que je le sens pas. En fait. Peut-être 3 d'ailleurs. Mais... Ouais, peut-être 3, on verra bien. Ça marche pas, ça. Ouais. Donc, il y a cette liberté-là. D'ailleurs, free dans tous les sens du terme. Et cette liberté-là en open source, elle est génératrice de qualité, je pense. Après, je pense aussi qu'il y a cette contrainte de dire si je mets en open source, il faut que je donne le meilleur de moi-même. De temps en temps, en entreprise, allez, on va prendre un raccourci. Ouais. Ceci étant, c'est de la dette technique. Hein. Tout ce qu'on dit là, c'est de la dette technique. Donc, on va la payer à un moment ou à un autre. Hein. Et ce qui est insupportable en entreprise, c'est de dire ouais, mais ce code-là, on ne peut plus le maintenir, on va recommencer à zéro. Toujours une mauvaise idée, tout le monde le sait, c'est une mauvaise idée, mais on le fait. Et c'est juste parce qu'on n'a pas géré cette dette technique. Et que sur un projet open source, si on ne gère pas au jour le jour la dette technique, il y a un moment donné, on meurt. On meurt parce que c'est plus maintenable et il n'y a plus personne qui a envie de toucher au code. Et s'il n'y a plus de contribution au code, le code il meurt. Ouais. Donc tu penses que ce côté d'avoir ton code en fait, qui est visible, qui est aux yeux de tous, ça te met une obligation en fait, de le faire dans les meilleurs états de l'art. Quoi. Ouais, et ça force aussi... Je prends un exemple, Twig, qui est le système de templating de Symfony. Qui est mon projet préféré, c'est mon petit bébé. Okay. Il y a quasiment que moi qui contribue, mais non, c'est intéressant parce que il y a plein de choses. Il y a un tokenizer, il y a un lexer, il y a un parser, il y a un compiler. Il y a plein de choses intéressantes, donc j'apprends plein de choses en faisant ça. Et en fait, là, j'ai passé quelques mois à revoir des briques fondamentales de Twig. Est-ce qu'il y avait besoin ? La réponse est non. Est-ce que quelqu'un m'aurait payé pour faire ça ? La réponse est non. Est-ce que c'est bien pour le projet, le futur du projet ? La réponse est oui. Tu vois, et c'est possible parce qu'à un moment donné, j'ai passé des soirs, j'ai passé des week-ends et que j'ai la chance aussi d'être un peu payé pour faire ça. Mais alors, tu vois, c'est marrant ce que tu dis. Est-ce que quelqu'un m'aurait payé pour ça ? Symfony est quand même énormément utilisé, c'est indéniable. Twig, du coup, est aussi beaucoup utilisé. Il y a des débats sur Twig ou pas, mais ça, c'est un autre sujet. On peut l'avoir. Mais voilà. Moi, moins, parce que je suis moins dedans dans ces sujets-là maintenant, donc je ne me permettrai pas de l'avoir. Mais, et que tu vois, quand tu dis est-ce que quelqu'un serait prêt à me payer pour ça, je suis sûr qu'il y a plein de boîtes qui seraient prêtes à te dire ok, Fabien, nous, on a besoin de tel truc sur Twig. On est prêt à mettre l'argent qu'il faut. Mais en fait, c'est qu'effectivement, ils vont te dire j'ai besoin de ça. Là où toi, tu dis le fait Twig n'a pas besoin de ça. Twig a besoin de la root cause, en fait, de corriger le truc. Ouais, c'est aussi le fait que depuis 10 ans ou 15 ans que je gère Twig, j'ai accumulé des choses, des problèmes qu'on ne peut pas régler, et puis on ne sait pas comment les régler. Et puis à un moment donné, on se dit mais j'ai tout en tête, et j'ai ça, et en fait, je pense que j'ai une idée qui permettrait de régler tout ça. Mais de temps en temps, il m'a fallu 2 ans ou 3 ans avant de me dire ok, ça y est, j'ai compris. Comme Symfony 2, l'injection de dépendance. Ça n'existait pas en PHP. Ça n'existait dans aucun langage dynamique, en fait. Hein, et d'ailleurs, ça existe quasiment qu'en PHP, à cause de moi, peut-être. Et en fait, on était à une conférence MySQL aux États-Unis et j'achète un bouquin Java. J'ai jamais fait de Java de ma vie. Mais jamais. Mais je suis hyper curieux. Donc, j'adore les bouquins. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs. Et du coup, j'achète beaucoup de livres, des romans, des trucs techniques. Alors, un peu moins techniques de nos jours parce que c'est moins en vogue. Mais à l'époque, j'avais acheté un bouquin sur Spring d'un auteur incroyable. Et il y avait peut-être la moitié du bouquin sur l'injection de dépendance. Et j'étais en train de réfléchir à Symfony 2. Et je lis le bouquin et je me dis poum, mind-blowing. Tout d'un coup, il y a un univers qui s'est ouvert. Je me suis dit, mais en fait, ça va nous régler plein de problèmes. Et ça a réglé plein de problèmes. Et c'est le fondement de Symfony 2 qui fait que 15 ans après la sortie de Symfony 2, il faudrait calculer, mais un truc comme ça, les fondements sont toujours là. Ouais. Et il y a des trucs qui n'ont pas changé depuis 15 ans et qui ne changeront pas parce que fondamentalement, les fondations, c'était la bonne idée.
C'est pas mon idée. C'est une idée qui me vient du monde Java. Alors, je te préviens d'emblée, je vais faire un extrait vidéo de cette partie-là. Ok. Parce que pour moi, c'est le fondement même de ce podcast. C'est ce que je t'ai dit en préparation, c'est que moi, je suis convaincu que ce qui fait la différence avec un ou une bonne développeuse, c'est avant tout une capacité à s'intéresser à autre chose que sa stack quotidienne. Parce que justement, quand tu vas voir ce qui se passe ailleurs, tu te dis « Ah, mais en fait, peut-être que je pourrais réussir à creuser un truc. » Et tu vois, moi, il y a un autre sujet que j'ai pas encore réussi à craquer, mais que je trouve hyper intéressant. Dans le monde du jeu vidéo, ils ont une mécanique de ticker pour faire le refresh rate. Et de par aujourd'hui, la quantité d'objets d'éléments qui sont gérés en fait par les jeux, ils ont une mécanique différente. C'est-à-dire que alors je ne me souviens plus le détail exact, mais en fait, cette mécanique de ticker avec les millions d'objets qui sont à gérer, fait que le transfert d'informations entre le ticker qui met à jour du coup ce qui est visible à l'écran versus la position de tous les éléments, c'est un truc que j'ai jamais réussi à trouver comment est-ce que je pourrais l'utiliser dans un projet web classique, mais je me dis là tu vois, il y a une philosophie, il y a une conception un peu différente. J'aimerais bien réussiir à craquer un truc parce que je trouve ça hyper intéressant d'aller piocher sur ce qui se fait ailleurs pour faire un truc mieux de notre côté, quoi. Ouais, la curiosité de toute façon dans notre monde elle est incroyable. Ce que je reproche un tout petit peu... Aïe, je vais pas me faire des amis, là. Ce que je reproche un tout petit peu au monde JavaScript, pas aujourd'hui, mais il y a quelques années, le monde JavaScript est parti de un langage que tout le monde fuyait au langage avec un grand L. D'ailleurs, il y a une espèce de thème, là, quand même. Hein. Personne n'aime le PHP, mais tout le monde fait du PHP. Personne n'aimait le JavaScript, tout le monde fait du JavaScript. Go est un langage qui est hyper utilisé, et quand on regarde, Go... c'est pas un beau langage, mais c'est un langage pragmatique. Et en fait, le truc commun entre PHP, Go et JavaScript, c'est que ce sont tous des langages pragmatiques. Et c'est ce qui me plaît, en fait. On a envie d'être... Moi, je fais pas du code pour la beauté du code, en fait. J'essaye de faire que ça soit le plus élégant possible, le mieux construit possible. Et au final, ce qu'on veut, c'est trouver des solutions à des problèmes qu'ont nos clients ou qu'on a nous-mêmes. Et PHP fait le job. Honnêtement, aujourd'hui, pourquoi PHP est populaire, c'est que tu écris un bout de code en PHP, tu le mets n'importe où, sur n'importe quel hoster, dans 15 ans, il tourne toujours. Hein. Et tu n'as pas besoin de le monitorer. C'est pas un souci. Et la philosophie de Go, en fait, quand on regarde et quand on lit un peu comment ils ont réfléchi au problème, c'est le pragmatisme. C'est pas de faire du code parce que la théorie du code a vachement évolué. Il y a plein de langages qui sont très théoriques. Bon, pourquoi pas. Go, c'est pas ça. Hein. Go, c'est pragmatisme. Et t'entends, il y a des trucs... Ah, c'est moche. La gestion des erreurs en Go, la première fois où on voit ça, on se dit mais à quoi ils ont pensé ? C'est les erreurs comme elles existaient en PHP 4. Et ce que j'aime bien en Go, c'est que en fait, il y a une justification. C'est-à-dire que quand tu regardes et tu creuses un peu, en fait, il y a une justification de pourquoi les erreurs sont faites de cette manière-là. Et ça, c'est super intéressant. En PHP, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ces erreurs-là à l'époque et pourquoi on a basculé sur des exceptions. Pas clair. En Go, on sait et on peut lire. Il y a vraiment un rationnel derrière. Ouais. Hyper intéressant. Et je pense qu'effectivement, la curiosité d'un développeur... D'ailleurs, on le sait. Enfin, je disais tout à l'heure, je passe des soirs et des week-ends encore à coder. Parce qu'en fait, je pense que fondamentalement, un développeur, s'il ne code pas en dehors de ses obligations quotidiennes de travailler sur des projets, bah, c'est compliqué. C'est compliqué de rester à jour, en fait, et de monter en compétences. Ou sinon, ça c'est la Silicon Valley. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'on a des startups qui lèvent beaucoup d'argent, qui doivent embaucher énormément de monde, et bah, ils essayent d'attirer les gens. Et pour attirer, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent « Ah bah nous, en fait, on utilise le dernier framework à la mode en JavaScript. » Et tout le monde est là « Waouh, je veux apprendre. » Et c'est là où il y a le problème. Je veux apprendre ce nouveau framework parce qu'il est hype, et donc je vais postuler là. Et donc on se retrouve avec des boîtes, et j'en ai plein en tête, qui font ça, qui donc recrutent énormément de gens, qui payent très cher, parce que c'est un nouveau framework, il est hype, donc forcément les gens ils sont très chers. Mais les gens, en fait, ils y connaissent rien, puisque le projet il est nouveau, il vient de sortir, mais il est hype. Ils développent quelque chose. Au bout de 6 mois, 1 an, bah évidemment, les best practices n'existent pas, et puis le code, il est pourri. Et le mec, au bout d'1 an, bah, en fait, il y a une nouvelle technologie qui hype. Puis en plus, le code, là, il est pas bon, il y a plein de dettes techniques, on n'arrive plus à faire le truc. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se barrent la boîte d'après.
je suis pas hyper fan de ça. Ouais. Ce que j'aime bien dans le monde PHP, ce que j'aime bien dans le monde Symfony, ou dans le monde Java, ou dans le monde maintenant Ruby on Rails, il y a quand même des langages qui sont très matures aujourd'hui et des frameworks qui sont hyper matures, c'est qu'il y a une stabilité. Et je pense que quelque chose qui est hyper important aussi, que j'aime bien et que j'essaye de maintenir dans Symfony, c'est une stabilité. Et les gens, ils choisissent Symfony aussi parce qu'il y a une stabilité. On a 2 releases par an, fin mai, fin novembre. Tout le monde le sait. Une LTS tous les 2 ans. Et c'est le cas depuis 10 ans, 15 ans. On n'a jamais loupé une release. Tous les mois, des release patch. Une backward compatibilité, on la connaît. On connaît les règles. On sait ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et je pense que ça, notamment dans un usage entreprise, c'est fondamental. Ouais. Fondamental. Tu as évoqué... alors, le sujet de JavaScript, effectivement, est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une montée en gamme de JavaScript, hein, qui, effectivement, il y a... moi, j'ai commencé aussi à coder assez tôt, et je suis arrivé dans ce monde-là aussi début des années 2000. À l'époque, effectivement, JavaScript, c'était une catastrophe. On voulait pas, on évitait. Et petit à petit, effectivement, ça s'est quand même hyper professionnalisé et puis surtout extrêmement complexifié. Tu en as parlé aussi, tu parlais tout à l'heure de la barrière à l'entrée qui a beaucoup augmenté. Est-ce que, je vais te poser la question de manière un peu provocante volontairement, est-ce que tu as conscience de la contribution que tu as eue, toi, au travers de Symfony, sur la complexification du dev web en général? Ah Je m'explique. Je m'explique un peu la question. Je vois parce qu'en fait, au final, d'une certaine manière, avec Symfony, tu as baissé la barrière à l'entrée. Tu as rendu... que, comme tu le disais, hein, tu peux faire un bout de code en PHP, tu le mets sur un site et ça fonctionne. Mais tu ne le maintiens pas. Mais tu ne maintiens pas et il ne fera pas grand-chose. Aujourd'hui, avec Symfony, tu embarques tout un ensemble de logiques et de capacités où tu peux faire beaucoup plus facilement ta gestion de tes sessions, de tes droits d'accès, de tout un tas de choses qui te demanderaient énormément de travail. Donc, tu as baissé la barrière à l'entrée. Donc, tu permets à des gens de faire des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus facilement. Mais du coup, au final, on fait des choses beaucoup plus compliquées qu'avant. Ouais, des choses plus maintenables, plus sécurisées, plus, etc., etc. Je peux pas te donner tort. Ceci étant, si on regarde ce qu'on a fait sur Symfony depuis les 5-6 dernières années, c'est d'essayer de simplifier. Donc il y a eu une phase, les premières années de Symfony 2. Symfony 1, c'était une autre vie, hein, donc on va parler de Symfony 2, où petit à petit, on a créé les fondations, donc les briques fondamentales. En fait, je pense qu'on ne peut pas avoir une bonne expérience développeur si on n'a pas des fondations qui sont hyper solides. Donc, à chaque fois que je crée un nouveau composant, par exemple, j'essaie d'utiliser le composant en soi, juste ce composant-là. Est-ce que ça marche ou pas? Parce qu'évidemment, quand il est complètement auto-configuré par Symfony, par Framework Bundle, ça marche. Mais si je veux utiliser que ce composant-là tout seul, ça marche ou est-ce que c'est trop compliqué, ou il y a trop de wiring à faire, trop de config, etc. Ça, c'est hyper important pour moi. Mais donc ça, on le fait d'un point de vue fondamental, et je pense que depuis 5-6 ans, on essaye de faire en sorte de simplifier au maximum la vie. PHP nous aide aussi, avec notamment les attributs en PHP qui simplifient énormément les choses. Est-ce qu'on est arrivé? Non. Mais est-ce que c'est beaucoup plus simple de faire du Symfony aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Oui. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est devenu compliqué de faire du Symfony. Moi, je le dis. D'accord, mais moi, ce que je veux dire, c'est que comme tu as simplifié beaucoup d'éléments, que tu as rendu le travail beaucoup plus simple sur plein de sujets, tu permets à des gens de faire des choses plus compliquées, parce que du coup, tu peux concentrer ton travail sur effectivement des choses qui ont plus de valeur ajoutée. Enfin, on peut le tourner comme on veut. Mais que donc, en permettant à plein de gens de faire des choses plus complexes qu'avant, en fait, tu as contribué à rendre tous ces métiers-là plus complexes qu'avant, parce qu'en fait, on fait des choses plus compliquées qu'avant. Oui et non. Oui et non. J'avais plein d'idées en tête. Je les ai plus. J'en ai une qui m'est restée. Oui, plus compliqué, mais en fait, idéalement, j'aimerais bien que ce qui est simple reste simple et ce qui est compliqué reste possible. C'est un peu la philosophie de Symfony. Donc, tu fais des trucs simples, tu restes simple, mais si tu veux complexifier, tu peux le faire. Tu peux descendre dans la stack et tu as complètement la liberté de faire tout ce que tu veux. Je pense qu'on n'est pas tombé dans un travers chez Symfony, c'est la multiplicité des services. Donc, si tu regardes la documentation de Symfony aujourd'hui et le bouquin que j'ai écrit sur Symfony, en fait, il y a quelques années, on utilisait PHP,
PostgreSQL, RabbitMQ et Redis. En tout cas, on essayait d'introduire tout ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, on peut tout faire avec PostgreSQL. Et donc, je suis un avocat et un fervent défenseur de dire, dans 99% des projets, Symfony plus PostgreSQL, ça suffit. Ou n'importe quoi, peu importe, et PostgreSQL, ça suffit. Et aujourd'hui, on regarde le web et les technologies web par un prisme qui est pas bon, en fait. Par le prisme des Google, des Netflix, en fait, des GAFAM. Et en fait, le problème, c'est que les problèmes que eux ont à résoudre, on les aura jamais. Ouais. Ce sont les seuls à avoir ces problèmes-là. C'est les seuls. Et le nombre de projets qui nécessitent d'avoir plus que juste un truc, PHP, JavaScript, peu importe, et PostgreSQL, il est minusculissime. Combien d'histoires de gens qui ont commencé à mettre et du Redis, et du RabbitMQ, et du Cassandra, et du... Enfin, tu vois, il y en a plein, et du MongoDB, et du truc, et du bidule, et du chouette. Qui cherchent à Day One à être capable d'engranger 1 million de clients simultanés. Exactement. Alors qu'il n'y en a même pas un. Exactement. Et que peut-être au final, malheureusement, il n'y en aura jamais plus que quelques centaines, ou quelques milliers, ou quelques dizaines de milliers. Et donc, on règle des problèmes qu'on n'a pas. Je ne sais pas si j'ai envie de dire ça, mais... Microservices. J'y ai jamais cru. Okay. Jamais. Je n'ai jamais compris. Découplage, ça je comprends. Microservices, je comprends pas. Et là, les gens se sont imposés une complexité qui n'était pas nécessaire. Et probablement qu'à l'échelle de Google, une architecture en microservices, oui, 100%, ils en ont besoin et ils n'ont pas le choix. Mais ce qu'on ne comprend pas forcément quand on dit microservices, c'est tout ce que ça entraîne derrière de nouvelles problématiques que tu n'as pas si tu as une machine avec une base de données, éventuellement sur la même machine. Et dès qu'on a du microservice, oui, mais du coup, on peut redonder, machin, etc. Bah, gut feeling, c'est que en termes de uptime, quand tu es en microservice, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un 4.9 qu'avec une machine avec tout dessus. Alors, ce que je trouve amusant, c'est qu'il y a quelques temps, on avait reçu Grégoire Pinault, que je connais bien. Que tu connais bien, effectivement, qui était venu parler de Symfony, et qui avait eu... alors, il me semble que c'est lui qui avait eu des propos similaires sur les microservices, et qui avait donné une phrase que j'ai trouvée très juste et qui reste avec moi, c'est que le microservice, ça répond plus à une problématique d'équipe qu'une problématique technique. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as des problèmes, effectivement, de gestion d'une code base qui est énorme, que tu as été une équipe qui est colossale et compagnie, ça peut être intéressant de faire du microservice pour des questions d'équipe, mais pas pour des questions purement techniques. Ouais, les microservices, en fait, le seul intérêt, c'est les interfaces. Donc, le seul truc qui m'intéresse dans les microservices, c'est quelles sont les interfaces entre les différents microservices. Si les interfaces ne sont pas très bien définies, ça ne marche pas. Ça rejoint un peu ce que dit Grégoire, c'est-à-dire qu'une interface, c'est effectivement une équipe qui délivre quelque chose et donc qui expose au monde une interface. Je dis interface, je ne dis pas forcément API, donc une interface, peu importe ce que c'est. Si cette interface-là, elle est bien définie, paiement, authentification, whatever, alors oui, ça peut avoir un intérêt. Mais c'est extrêmement compliqué de pouvoir définir des interfaces qui marchent bien. C'est très, très compliqué. Et si au final, tu n'es pas capable de définir ces interfaces ou qu'elles deviennent leaky, eh ben, c'est bien pire que d'avoir un monolithe. Dans Symfony, on a toujours d'ailleurs la notion de bundle. C'est plugin, add-on, peu importe. Donc, d'un point de vue open source, on comprend. C'est-à-dire, je développe un module, un bundle, peu importe, et je le contribue en open source pour que les autres puissent en profiter. Ok, ça je comprends. Et après, les gens se sont posés la question, mais quand moi je développe pour ma société un produit, est-ce que je dois faire des bundles ? Un bundle ou plusieurs bundles ? Les gens ont tendance à dire, bah oui, je vais faire plusieurs bundles. Alors je vais faire un bundle user management, ou un bundle sécurité, ou un bundle blog, ou un bundle CMS. Et quand je faisais du code review et que je regardais un peu le code des autres, en fait, s'il y a une interface qui est très claire, si on va réutiliser le bundle, le module, la donne,
Mais si au final, il y a un peu de tout, un peu partout, pas la peine. C'est pire que mieux. C'est la difficulté de notre métier. Hein. C'est où est-ce qu'on met l'abstraction ? Quand est-ce qu'on abstrait, quand est-ce qu'on n'abstrait pas ? Et surtout, en tant que Français, en tant qu'ingénieur, on a plutôt cette mentalité de dire on va faire une abstraction au cas où. Ah, généralement, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Et un peu de copier-coller, ça marche. C'est pas grave. C'est pas très grave. Surtout qu'on a plein d'outils maintenant pour les détecter, pour les gérer. Donc, c'est pas vraiment un problème. Et de temps en temps aussi, quand on parle d'équipe, quand on parle d'interface, on essaye de régler par le code des problèmes organisationnels. Jamais une bonne idée. Il n'y a jamais rien qui remplace la communication entre les gens plutôt que de mettre une interface technique au milieu. Et puis, il y a aussi la loi de Conway qui montre qu'en général, le code est le reflet de l'organisation. Et tu ne peux pas changer l'organisation en changeant le code. Il faut changer l'organisation si tu veux changer le code. Complètement, je suis d'accord. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la complexité, ce n'est pas linéaire. C'est exponentiel. Donc la complexité, il y a un moment donné où, hop, out of control. C'est fini, c'est terminé. Ça part, et une fois que c'est parti, c'est fini. Tu ne peux plus revenir en arrière. Pour revenir du coup au sujet d'origine de cet épisode, qui est de parler du monde de l'open source, qu'est-ce que tu as vu, toi, comme évolution, si tant est qu'il y en ait une, de la philosophie ou du monde open source sur ces presque 30 ans maintenant? Le monde de l'open source a énormément évolué. Parce que c'était très confidentiel. Il y avait très peu de projets open source où c'était très... Si, évidemment, en Perl, si on regarde en 98, il y avait peut-être 10 000 librairies qui étaient en open source, mais c'est des petites choses. Mais des projets qui comptent en open source, il y en avait assez peu. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'open source. J'ai même envie de dire, une société qui ne fait pas d'open source, t'es bizarre, toi. Et on est passé d'un monde où on était de l'open source communautaire, et on faisait ça quasiment pour la beauté de l'art, et c'était quasiment désintéressé, à un monde où l'open source aujourd'hui, il est très commercial, il est très marketing. Et on en a parlé un peu quand on a préparé, mais surtout dans un podcast en français en France, pour moi, c'est vraiment l'open source de gauche, l'open source de droite. Généralement, les gens, ils captent ça. Malheureusement, je me suis trompé à l'origine et j'ai fait de l'open source de gauche. Open source de gauche, c'est quoi ? C'est on donne un truc, on essaye de faire évoluer les bonnes pratiques, de comment on fait pour développer du code, et on le fait tous ensemble, sans arrière-pensée. Même si, attention, au final, évidemment qu'il y avait une arrière-pensée commerciale et marketing. Symfony, j'ai l'habitude de dire, ça a toujours été notre meilleur commercial au final. Donc, évidemment qu'il y avait cette arrière-pensée-là, mais en tout cas, quand j'étais dans mon mindset Symfony, j'étais dans un mindset open source. Et qu'est-ce qui est bien comme décision pour le projet open source ? Même si ça peut être une mauvaise décision, ou en tout cas pas une décision idéale pour la société Sensio. Hyper important. L'open source de droite, c'est l'open source comme étant un alibi. Comme étant un alibi commercial. Ou un alibi marketing. Un élément marketing comme on peut écrire des blog posts sur tout et n'importe quoi pour essayer d'attirer le chaland, ou comme avoir une stratégie SEO, ou dire « Ah tiens, on va mettre ça en open source, comme ça on aura des contributeurs gratuitement. » Non, ça marche pas. Ça n'existe pas. Ce qui est le plus dur dans un projet open source, c'est de construire une communauté. Ça, c'est des années de travail. Tu sais, on parle toujours du overnight success. Le truc n'était pas connu, tout d'un coup il est connu. Ouais, non, mais en fait, généralement, le overnight success, c'est 10 ans. C'est juste que tu n'avais pas vu tout le travail qu'il y avait avant, et puis tout d'un coup, il devient célèbre. Mais ouais, non, en fait, il y a eu beaucoup de travail. Et je reste convaincu que, en fait, au final, c'était une bonne idée de faire de l'open source de gauche, parce que cet aspect transmission, pour moi, il est super important, et je suis hyper fier de ça, en fait. Je suis beaucoup plus fier de la réussite de Symfony que de la réussite de mes sociétés, qui, au final... Moi, j'ai jamais créé de start-up machin où on a levé des millions et j'ai fait des milliards. Heureusement ou malheureusement, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'étais pas dans ce délire-là. Par contre, ce qui me gêne beaucoup, c'est la récupération du mouvement open source, au sens noble du terme, pour des entreprises purement commerciales qui en fait s'en foutent complètement de l'aspect communautaire. C'est pour se donner bonne conscience, peut-être. Et après, il y a un open source de... un peu l'obligation de se dire, bon, bah, mes clients me le demandent. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'avoir de la visibilité, donc je le mets en open source
pour au cas où demain, je dépose le bilan, ok, le code, il est quelque part avec une licence open. Donc bon, ça, pourquoi pas. Mais c'est pas de l'open source. C'est juste une assurance pour les clients et c'est complètement différent. D'ailleurs, on le voit, il y a des projets open source, je ne vais pas dire plein, mais il y a des projets open source qui ont beaucoup de contributeurs, mais quand tu grattes un peu, en fait, tu te rends compte que c'est que des salariés d'une entreprise ou de quelques entreprises. Et s'il n'y a pas ce que je disais tout à l'heure, en fait, cette flamme, cette envie d'améliorer les choses pour améliorer les choses, en fait, sans arrière-pensée, on perd quelque chose de l'open source. On perd vraiment quelque chose. Comme sur le troisième point que je souhaitais évoquer, sur l'impact des LLM. Alors, je suis conscient qu'il y a des projets d'IA et différents modèles qui sont en mode open source, donc ça, très bien. Mais voilà. On pourra en reparler de qu'est-ce que ça veut dire que... On est entièrement d'accord. Voilà. Mais est-ce que pour toi, justement, le fait qu'on a un métier de dev qui est en train de changer, quand même, mine de rien, avec ces outils-là, est-ce que tu penses que ça va, d'une certaine manière, de la manière que ça a impacté l'audience de Stack Overflow, est-ce que tu penses que ça peut impacter le monde de l'open source ? J'en suis intimement persuadé. C'est une révolution incroyable. Et on a un âge, je ne vais pas me mettre tout seul, mais on a un âge, en fait, on a eu une chance extraordinaire. On est arrivé quand le web était encore petit, donc on a pu apprendre. Parce qu'en 98, 99, 2000, on savait tout sur tout, en fait. Ouais. C'était facile de connaître tout, en fait. Jusqu'à ce qu'on appelle maintenant DevOps, en fait. On déployait, on faisait tout, c'était pas un problème. Parce que, oui, non, ce que les jeunes d'aujourd'hui réalisent peut-être pas, c'est que fin des années 90, tu pouvais héberger un site accessible au monde entier sur ton PC, chez toi. Pourquoi pas, ouais. Derrière une connexion de ADSL bête et méchante. Ouais. Et ça fonctionnait très bien. C'était fine, en fait, par rapport au reste du monde. Quoi. Ouais, complètement. Et l'autre chance qu'on a eue, c'est qu'on a appris au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'il y a eu cette complexité, qu'il y a eu de plus en plus de projets open source, de plus en plus de trucs à faire, on a appris sur le tas, en fait. Enfin, moi, j'ai appris sur le tas. Donc, la complexité, je l'ai jamais vue parce que j'ai accumulé du savoir au fur et à mesure. Donc, c'est une chance incroyable. Et honnêtement, aujourd'hui, oui, la barrière à l'entrée, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Je pense que la marche qu'il ne faut pas louper aujourd'hui, c'est ça. C'est l'LLM. Enfin, pas LLM, d'ailleurs. AI en règle générale. C'est pas nouveau. Hein. Moi, durant mes études, j'en ai fait. Hein. Donc, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'accès à la data, c'est la puissance de calcul, tout ça, c'est nouveau. Et donc, du coup, ça permet de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on faisait à l'époque. Mais reconnaître des chiffres écrits à la main, ça, je l'ai fait quand j'étais à l'école, donc ça existait déjà. C'est aussi un piège. Je l'utilise tous les jours. Hein. Aujourd'hui, j'utilise tous les jours. Mais je pense que j'en tire un gros avantage parce que je pourrais le faire moi-même, en fait. Pour revenir au premier truc, je suis paresseux, comme tout le monde. Et de temps en temps, tu as un syndrome de la page blanche. Tu sais, comme quand tu écris un bouquin, j'en ai écrit plusieurs, tu par où je commence ? Ou tu écris une lettre à quelqu'un, ou tu sais pas par où commencer, ou un email, ou je sais pas quoi. Et de temps en temps, quand tu écris du code, tu sais que ça va être vraiment compliqué, t'en as pour des semaines, et t'as pas envie de commencer. Quoi. T'es là, j'ai pas envie. Le LLM, lui, il s'en fout. Il s'en fout. Il n'a pas cette notion de temps, il n'a pas cette notion d'effort ou quoi que ce soit. Donc c'est un super assistant de ce point de vue-là. Je pose plein de questions. Est-ce qu'un LLM écrit beaucoup de code pour moi ? Pas vraiment, en fait. Je m'en fous un peu. Mais il me débloque les situations. J'ai fait un truc, pour Twig. J'ai fait un playground où tu peux utiliser Twig directement dans le navigateur. Donc en WASM, avec du PHP qui s'exécute directement dans le navigateur. Autant te dire qu'avec mon niveau de JavaScript, non. J'ai fait ce projet en, je sais pas, j'ai mis 2 jours peut-être, tout compris. Mais j'ai pu le faire parce que j'avais quelqu'un qui m'aidait, en fait. Ouais. En fait. Donc la partie WASM, tout ça, je me suis démerdé. Mais après, la partie JavaScript, même la partie design, je suis nul en design. Ça me gonfle, mais je suis nul, quoi. Non, je vois des sites et je me dis, c'est super simple à faire. Puis j'essaie de le faire et je dis, mais non, c'est super moche. C'est quoi la différence ? En fait, c'est quelques pixels, quelques machins. Et le LLM, il a cette capacité de, je vais te faire le design qui va bien. Et boum. Et en 2 jours, j'ai fait le truc et j'étais hyper content. Et à la fois, je me disais,
Mais si j'avais pas tout le background et tout le savoir que j'ai, ça aurait été hyper compliqué parce que de temps en temps, je dis non, attends, Coco, t'es gentil, mais là, non, là, c'est trop de sécurité, là, ça va pas marcher, là, t'es en train de me faire n'importe quoi. Donc, j'ai cette capacité d'être critique par rapport à ce qu'il fait, de prendre des choses et d'en laisser. Et ma grande crainte, c'est que on ait des gens qui, du coup, ne fassent plus l'effort, en fait, d'apprendre les fondamentaux et d'avoir des gens qui sont capables d'utiliser des outils, mais qui ne les maîtrisent pas complètement, qui ne comprennent pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, on crée une génération de développeurs qui sont un peu l'humain qui aide les AI et pas l'humain qui drive les AI, en fait. Des gens qui contrôlent pas, en fait. Un truc qu'on disait dans le temps, est-ce que vous devez créer votre propre framework? La réponse est oui. Est-ce qu'il faudra le mettre en open source? La réponse est peut-être oui. Est-ce qu'il faut qu'il soit populaire? La réponse est non. Est-ce que vous allez le mettre à la poubelle? La réponse est oui. Mais d'un point de vue apprentissage, le fait de créer son propre framework et donc de comprendre la mécanique et comment ça marche et quels sont les problèmes et comment on les résout, 100%. Le truc du LLM, c'est pareil. Il faut faire des choses qui sont difficiles et il faut passer par des moments où tu comprends pas, tu sais pas comment tu vas y arriver parce que c'est comme ça que tu apprends et c'est comme ça que tu acquiers de l'expérience. Est-ce qu'on peut être un senior développeur après 2 ans d'expérience? La réponse est non. Est-ce qu'il faut 10 ans? Malheureusement, la réponse est oui. Est-ce qu'il faut avoir vu des centaines de projets? Je pense que oui. Donc c'est pour ça aussi que de ce point de vue-là, les agences digitales, c'est génial parce qu'on voit plein de projets. Est-ce qu'à un moment donné, on est fatigué de faire ça? Peut-être. Mais on voit une telle diversité de projets, de problématiques qu'on apprend beaucoup plus vite que travailler pour une start-up où on voit que très peu de choses au final. Enfin, en tout cas, ça dépend des start-up, mais potentiellement, on peut voir très peu de choses. Donc, est-ce que les LLM ou l'AI en règle générale va changer l'open source? Je pense que oui. Revue de code beaucoup plus rapide. Donc, on va pouvoir automatiser beaucoup plus de choses. Il y a 20 ans, je regardais tout. C'était en Subversion à l'époque. Moi, j'ai connu le CVS à l'époque. Donc, bon. Mais Subversion sur Symfony, je revoyais toutes les contributions, je mergeais toutes les contributions, je lisais tous les tickets, je lisais tous les forums. Et puis, au fil des années, les forums, je peux plus. Les issues, je peux plus. Et puis, on fait de moins en moins de choses et on partage le travail de plus en plus. Et je pense qu'avec les AI, on va avoir cette capacité, à un moment donné, de dire OK, moi, je suis humain. Je vais pouvoir plus interagir avec les gens de façon intéressante et moins de faire du travail qui est au final pas si intéressant que ça. Ouais. D'ailleurs, je suis connu pour tout automatiser. La première fois où j'ai fait une release en live durant une conférence, les gens étaient morts de rire parce que j'automatise tout. Et donc, même quand je merge une pull request, il y a un moment donné, je remercie la personne. Je pense que c'est important de remercier. Et oups, en fait, je l'automatise. Et donc, je me suis fait un choix de 5-6 possibilités. Et donc, je dis, tiens, là, il y a merci ou... voilà, j'ai quelques possibilités. Je choisis en fonction de ce que la personne a fait, si c'est un bug fixe ou si c'est une nouvelle fonctionnalité, une petite, une grosse, etc. Après, je choisis comment je vais appeler la personne, add quelque chose ou directement le prénom, et boum, et ça fait le commentaire. Toute cette automatisation-là, avec l'AI, on va encore aller au-delà de ça. Maintenant, on ne remplacera jamais l'humain. Jamais. Parce qu'au final, le code, c'est aussi une intuition, c'est aussi une philosophie. C'est des choses que l'AI pourrait être capable de le faire, mais je pense qu'on n'a pas envie d'aller là. Ouais. En tout cas, moi, j'ai pas envie d'aller là. Peut-être parce que je suis trop vieux aussi. Je suis pas sûr que ça réponde à la question. Alors si, d'une certaine façon, mais ça m'en donne 2 autres questions. La première, c'est... tu racontais effectivement, on a connu un truc assez similaire, c'est qu'on est arrivé dans un contexte où il y avait une complexité naissante et qu'on a pu apprendre sur cette complexité, qu'on avait des outils qui fonctionnaient pas toujours très bien et qu'on a pu appréhender en testant et en bricolant et qu'on a grandi avec cette complexité. Et après, tu nous parles du coup des LLM qui sont... Et en fait, c'est au final un peu la même chose que les devs d'aujourd'hui qui arrivent aujourd'hui, expérimentent, c'est qu'ils arrivent sur un secteur avec des outils qui sont pas encore hyper matures, qui font des trucs qui sont pas encore hyper carrés, mais qui vont gagner en complexité. Et en fait, ils vont apprendre aussi avec cette complexité qui augmente. Et au final, ils vont apprendre à faire un métier qui n'est au final pas le métier que toi et moi, on a appris à faire. Qui est pas le même.
Ceci étant, quelques recommandations, enfin en tout cas de mon expérience de l'usage de l'AI ou des LLM en règle générale sur du code. 1, ne jamais committer du code qu'on ne comprend pas, qui a été généré automatiquement et qu'on ne comprend pas. Ça, à proscrire absolument. 2, je pense que pour un développeur un peu plus junior, le truc qui est incroyable avec les LLM, c'est de leur poser des questions, c'est que ça remplace la documentation. Ça remplace Stack Overflow, comme tu le disais, ça remplace la documentation, ça remplace tout ce qu'on peut avoir comme apprentissage, peut-être même les formations ou les choses comme ça. Moi, sur des sujets que je maîtrise pas bien, le LLM, je fais une recherche sur Google et bon, j'utilise DuckDuckGo en l'occurrence, pas Google, mais et j'ai du mal à trouver quelque chose qui soit vraiment pertinent. Et généralement, quand je pose la question à Claude, à ChatGPT, il y a un truc pertinent. Ou en tout cas, ça me permet de mettre le pied à l'étrier et de dire ok, c'est plutôt bien vu. Ça me permet d'aller à l'étape d'après. Mais je l'utilise assez peu pour générer du code que je vais garder, en tout cas, que je vais garder. C'est très, très rare. Ou des trucs vraiment à la con. Je l'utilise beaucoup pour automatiser. J'ai un gros fichier avec plein de trucs et je veux changer la même chose. Je le fais une fois et il comprend le truc et boum, il me le fait automatiquement. Mais même ça, il ne sait pas bien le faire. Je l'ai fait l'autre jour sur un projet, je ne sais plus ce que c'était. Et je lui ai demandé vraiment de façon très, très spécifique de changer que ça. Et il a été me changer des trucs qui n'avaient rien à voir. Et il a tout cassé. Et j'ai dit, ah là là là. Donc, il faut être vraiment critique par rapport à ça. D'ailleurs, moi, le LLM, le prompt engineering, je m'emmerde pas la vie. Hein. Je lui dis, j'ai une erreur, je lui coupe l'erreur. Je lui dis pas, ah tiens, monsieur LLM, s'il te plaît, il y a une erreur, est-ce que tu peux m'aider ? Non, je lui colle l'erreur. Et il s'en fout, lui. Hein. L'erreur, il me dit, tiens, je pense que c'est ça. Ah ouais, t'as raison. Ok. Alors, il s'en fout, mais il y a quand même des tests ou des études qui montrent que la formule de politesse te donne des réponses différentes et d'une qualité différente. Ouais, différentes. Est-ce qu'elles sont meilleures ? Je ne suis pas persuadé. Moi, mon expérience, c'est que ça marche comme ça. Tu sais, il y a aussi des études qui disent, si tu mets des fautes d'orthographe, il peut avoir une réponse qui est meilleure. T'as vu ça ? Ah non, ça, j'ai pas vu. Voilà, par exemple. Donc, il y a un moment donné, moi, je me prends pas la tête. Je me prends pas la tête aussi parce que je sais que tout ça, ça va évoluer. Et les bonnes pratiques du prompt engineering d'il y a 2 mois ou d'il y a 6 mois sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc, je me prends pas la tête. Je pose ma question comme je te la poserais, comme je poserais à quelqu'un, tu vois, quand tu fais du pair programming. Commence pas à dire, bon, alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer... Non, tu dis, bon, on va faire ci, tiens, regarde, il y a une erreur, t'as une idée, tu vois, on est direct, quoi. Le LLM, il s'en fout, donc autant être direct. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand je lui pose une question et que je suis plus sur de la doc ou de l'apprentissage, j'apprends quelque chose de nouveau, là, mes prompts sont un peu plus précis, d'abord pas très précis, et une fois que je commence à comprendre, je suis beaucoup plus précis dans ce que je lui demande, pour qu'il soit vraiment spécifique et que j'ai des réponses qui soient pertinentes. Je donne un exemple où ça m'a super aidé. Notamment, je reviens sur Twig pour filer le truc jusqu'au bout. Un des trucs que j'ai fait, c'est que j'ai revu comment on parsait les expressions. 1 + 2 + 4 différents de A versus je sais pas quoi, pipe bidule. Sujet super intéressant. Allez, si vous avez 2 minutes, allez voir ce que c'est qu'un parseur Pratt. P-R-A-2-T. Il y a de temps en temps, dans une vie de développeur, en tout cas dans ma vie, il y a 4 ou 5 fois où j'étais complètement sidéré d'un concept, d'un truc qui résout un problème hyper compliqué de façon super élégante et hyper simple. Pratt parsing. Okay. Bam, c'est ce qu'on a dans Twig maintenant. Bitcoin, c'en est un autre. Pas l'aspect financier, machin, etc. Mais les 3 concepts, les 3 problèmes que résout Bitcoin et comment il les a résolus, c'est Donc, pareil, deuxième recommandation à faire, si vous n'avez pas lu le papier d'origine de Bitcoin, il faut le faire. C'est 3 pages, 4 pages, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Mais c'est juste une révélation. On est très loin d'ailleurs de ce truc-là aujourd'hui dans les cryptos. Et ça me permet d'avoir complètement oublié la question. On parlait de comment est-ce que l'LLM impacte la manière dont on code, la génération de code. Et tu parlais de... du coup, moi aussi, je me suis perdu dans le fil. J'avais 3 recommandations, je les ai oubliées du coup. Mais comment j'utilise les LLM, c'était ça, quelque chose comme ça. Ouais. Donc plutôt pour la documentation et plutôt pour apprendre des choses. Je trouve ça génial. Donc voilà, donc c'était sur Twig. Donc les expressions. Et à un moment donné, on a des problèmes dans Twig qui est la précédence des opérateurs. Donc
Facile, multiplier versus plus. Facile. Mais après, il y a l'associativité. Il y a associativité à droite ou à gauche. Et puis après, il y a les trucs spécifiques de Twig. Appel de fonction, pipe pour les filtres. D'ailleurs, on vient à ce pipe. Tous ces trucs-là. Ça doit être quoi et c'est quoi une bonne... L'opérateur ternaire, par exemple. Très intéressant. Non associatif, par exemple. Okay. Et en fait, j'ai posé un LLM, je dis, OK, c'est quoi les bonnes pratiques? C'est quoi? Donc, donne-moi la précédence des opérateurs en C, en Ruby, en Python et en PHP. Il me fait un truc, je dis, non, fais-moi un tableau récapitulatif. Hop, il me fait le tableau récapitulatif, et boum, boum, boum. OK, bon, ben voilà, j'ai ma réponse. Et après, je lui dis, bon, bah, OK, moi, j'ai des filtres en Twig. Voilà ce que c'est des filtres, etc. À ton avis, ça doit être où dans les hiérarchies? Il me dit un truc, c'est bon ou c'est pas bon, mais en tout cas, ça me donne un point de départ. Ouais. Et super utile. Ça défriche les trucs, quoi. Ouais, complètement. J'ai une espèce de conviction qui est en train de grandir. Et c'est sur le fait que, tu vois, cette réflexion de l'impact du LLM sur le métier de développeur, elle est biaisée parce qu'on continue à envisager comment est-ce qu'on va créer du code. Parce que, je ne sais pas si tu as vu en décembre, Satya Nadella sortir un édito SaaS is Dead, qui était assez intéressant. Et moi, en tirant le fil, et ce que j'en ai compris aussi, c'est qu'au final, on pourrait avoir demain une IA agentique qui reçoit ta requête en HTTP, qui te ressort du HTML pour un client, et qu'en fait, on n'ait plus besoin de générer du code, mais qu'en fait, le métier de créateur d'application ou de créateur de service ne passera même plus par la génération de code. Et donc, le fait que nos LLM ne nous apprennent plus à coder, c'est peut-être pas un problème, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on n'aura peut-être plus besoin de coder. Ouais, jamais voulu que mes enfants soient développeurs. Ça fait longtemps, mais ils ont 17 et 19 ans. Aussi pour cette raison. Parce que très tôt, je me suis dit, en fait, ce métier-là, c'est pas un métier d'avenir. Le métier de développeur, c'est quelque part le mec qui était à la chaîne il y a 100 ans. C'est un peu ça. Donc, c'est un métier qui va vachement se dévaloriser. On parle d'ailleurs d'usine logicielle. Oui, effectivement. Qui est peut-être déjà un peu dévalorisé aujourd'hui. Déjà un peu. Ceci étant, effectivement, il y aura de moins en moins de valeur, certainement, à faire du plumbing de briques logicielles, parce que ça, c'est pas très compliqué. Par contre, quand on parle de logique métier, et moi, j'ai toujours été un grand fan de dire, en fait, le métier de développeur, c'est pas tellement ce plumbing. C'est pour ça que j'ai fait Symfony, parce que c'est pas intéressant, en fait. C'est pas intéressant de créer un contrôleur ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre le besoin du client et de comment on va implémenter cette logique métier. Et ça, pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre de cas, il y aura besoin de jus de cervelle, encore. Et je pense que c'est pour ça aussi que je crois que le métier de développeur, c'est pas un métier de gens qui sont dans une cave, en fait. C'est des gens qui doivent être en contact avec les clients, qui doivent avoir... Et encore un bon point pour les agences digitales, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais en tout cas à mon époque, les développeurs, très régulièrement, étaient en contact avec les clients pour comprendre la problématique, pour trouver des solutions à des problèmes. Et je vois plus un développeur comme étant quelqu'un qui trouve des solutions à des problèmes plutôt que quelqu'un qui est là pour, pardonne-moi l'expression, pisser la ligne de code. Mais ça, je pense que c'est déjà le cas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, hein, honnêtement. Ouais, et je suis extrêmement aligné avec tout ça. Écoute, c'était passionnant. Merci beaucoup, Fabien, pour cette conversation. Merci à toi. J'aurais deux dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast. Okay. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditoristes? Alors, oui. Et heureusement que tu m'as posé la question avant, parce que ça m'a permis de réfléchir. Il y a un bouquin écrit par Paul Graham qui s'appelle Hackers and Painters. Alors, je l'ai lu il y a très, 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 très longtemps, mais ça m'avait plu, en fait. Donc, l'idée, c'est de dire, tiens, le métier de développeur, hacker, il se rapproche aussi d'un métier painter au sens, pas peintre du bâtiment, hein, painter au sens artiste. Et alors ça peut être un débat de savoir est-ce qu'on est des artistes ou pas. Bon. On y a répondu sur ce podcast. Ouais, je pense. Est-ce qu'on est des artisans? Et en tout cas, le bouquin est super intéressant. Paul Graham, alors tout le monde connaît Paul Graham dans sa vie actuelle.
Mais je vous invite à voir comment il en est arrivé là et c'était quoi sa première société qu'il a créée et comment il a eu du succès. Super intéressant aussi. Donc, ça serait ce bouquin-là, je pense. Okay. Très bien. Et dernière question, la plus importante de ce podcast. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Elle est super simple, elle est super piégeuse, évidemment. Espace, évidemment, puisque Symfony, on fait des espaces et que PHP, à un moment donné, a décidé d'utiliser des espaces. Il se trouve que je fais énormément de Go aussi et qu'en Go, c'est des tabulations. Donc, j'ai envie de dire, je vais me fâcher avec personne ce soir. Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Très bien. Merci beaucoup, Fabien. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Conversation très riche, bien évidemment, sur beaucoup de sujets. En tout cas, je pense qu'un des messages clés, c'est contribuer à de l'open source, tant que ça existe en tout cas. Faites-vous plaisir. Ça peut commencer par des petites issues, des petites requests, et puis petit à petit, vous montez en gamme. On avait déjà eu pas mal de gens qui nous ont expliqué aussi, vous pouvez commencer par faire de la doc. C'est aussi quelque chose qui est très nécessaire. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous. Et effectivement aussi, publier des choses dans un esprit de communauté et pas uniquement de show-off, de marketing. C'est aussi ça la base de l'open source de gauche, comme nous l'a expliqué Fabien. Moi, je vous remercie comme toujours de partager aussi ce podcast autour de vous. C'est aussi une forme de partage. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttt.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.